Dijon, cité des ducs de Bourgogne, est une ville moderne où l'homme a pris ses aises au détriment souvent de la nature. Pourtant, en son centre se cache un îlot de verdure et de calme, le Jardin des Sciences ou Jardin de l'Arquebuse. Un espace remarquable dont peuvent profiter au fil des saisons les amoureux des plantes. C'est également un lieu d'étude et d'expérimentation qui mène de multiples actions pour redonner à la nature sa place dans la ville. Ce travail est mené par différents acteurs du jardin, dont Gérard Ferrière, le directeur. J'ai la passion pour les plantes, pour la vie de façon générale. J'ai appris l'alphabet en regardant fleurir l'aubépine. Les plantes, c'est le domaine de Johann Lallemand. Ce botaniste se partage entre les herbiers conservés dans les réserves et les collecte sur le terrain. La botanique, c'est une passion qui vous prend aux tripes et vous ne pouvez qu'apprendre tous les jours en observant. Et plus vous observez, plus vous découvrez et plus c'est passionnant. Pas de plantes sans insectes. C'est le domaine de l'entomologiste Stéphane Puissant qui veille sur une des plus belles collections de France. Le Jardin des Sciences est aussi à l'initiative d'interventions auprès du public. Nous suivrons Thierry Langlais, venu prodiguer quelques conseils dans un jardin partagé animé par Hélène Plancart. Voilà, pour nous, c'est un premier contact qui est créé, et notamment, effectivement, grâce à la DER, parce que c'est ça qui attire les gens. Agnès Pougeron, enfin, nous fera découvrir les projets réalisés par des enfants grâce au Jardin des Sciences sur le thème de la biodiversité. Monsieur Ferrière, un hippopotame et un éléphant au milieu du Jardin des Sciences, c'est tout de même pas commun. Pourquoi sont-ils là? C'est étonnant. C'est une caravane extraordinaire. Comme le jardin, également, est extraordinaire. Le Jardin des Sciences est consacré au vivant. Et ce vivant, c'est une longue histoire. Nous la racontons ici au muséum et également dans un planétarium et le jardin botanique. Le muséum a été fondé à la Révolution française, à partir de collections d'histoire naturelle qui existaient justement en Bourgogne et un peu partout en France, puis progressivement enrichies par des grandes expéditions dans le monde entier. Ce bâtiment, le pavillon de l'Arquebuse, bien avant le muséum d'histoire naturelle, il y avait des compagnies qui s'appelaient des compagnies des arquebusiers qui s'exerçaient au tir sous ces arcades qui à l'époque étaient ouvertes et les cibles étaient placées au fond de cette grande pelouse, d'où le nom, jardin aussi, de l'Arquebuse. D'accord. Le jardin d'environ 3 hectares est divisé en plusieurs espaces, tous destinés à illustrer un aspect de ce qu'on appelle la biodiversité. Ici, c'est l'espace dédié aux plantes sauvages. Dans ces parterres sont présentées les espèces les plus représentatives de la flore de Bourgogne, selon la nature du sol, l'altitude, le climat. Parfois, ce sont celles qu'on voit le moins. Regarde, Pauline, ces plantes te disent-elles quelque chose? On peut considérer ça comme des mauvaises herbes? Alors, je préfère le mot herbe folle. Et pourquoi? Parce que chaque plante a son rôle dans la nature. Ces herbes folles, justement, servent de base aux chaînes alimentaires, et notamment aux insectes pollinisateurs. Ces herbes folles peuvent avoir des vertus. Et celle-ci, regarde, quand je coupe la tige, tu vois un suc jaunâtre, et ce suc, il est légèrement acide, et on l'utilisait pour brûler les verrues. Plus loin, le coquelicot, que l'on rencontre au milieu des champs de céréales. Et de cette plante, on a extrait, on continue à le faire, justement, des molécules chimiques pour soigner des maladies. Car il faut savoir que la pénicilline, par exemple, vient d'un champignon. L'aspirine aussi vient d'une plante. Et chaque année, on découvre de nouvelles molécules, plus d'une centaine, pratiquement chaque année, venant des végétaux. Ici, des plantes, par exemple la datura aussi, qui possède des propriétés intéressantes, mais utilisées à toute petite dose. Oui, car c'est une plante toxique. Exemples. Elle est très toxique. Mais la nature représente une vraie bibliothèque de molécules.
Favoriser le retour de la nature dans une ville, cela suppose de savoir d'où l'on vient et de quoi était faite la biodiversité autrefois. En matière de végétaux, cette mémoire se trouve ici, dans ces réserves botaniques. Joanne Lallemand y conserve des herbiers, dont le plus précieux, l'herbier poinceau, fait l'objet de soins patients. Cet herbier, c'est un patrimoine régional, c'est pour ça qu'il a été choisi pour cette restauration. Il compte à peu près 15 500 planches. Et donc dans cet herbier, on retrouve toutes les plantes qui composent la flore de Bourgogne. Donc il y a un atelier qui a été monté avec des bénévoles de la Société d'histoire naturelle de Bourgogne, qui sert donc à la restauration de cet herbier afin qu'il soit numérisé et valorisé dans de bonnes conditions. C'est un travail sur plus de 15 000 planches. Là, on en a fait à peu près 7 000, donc c'est un travail de plusieurs années. C'est ici. Vous avez déjà fait? Oui. Une par une, chacune de ces planches est décollée de son support et recollée sur un papier plus adapté à une conservation de long terme. Le but est de garder dans les meilleures conditions cette bibliothèque végétale vieille de plus de 2 siècles. Simon, t'as bientôt fini? Ouais. Les réserves comptent également des planches plus récentes. Elles sont alimentées régulièrement grâce aux herbiers constitués par Joanne Lallemand lui-même. On va essayer d'aller sur le plateau de la Crâne, donc on va continuer à récolter des échantillons pour approvisionner les collections du muséum. Donc toi, ça c'est ce qui a été récolté l'année dernière. D'accord. Donc l'intérêt c'est de compléter notre herbier donc sur le territoire du Grand Dijon, afin de suivre la biodiversité qui s'y développe. Le but c'est vraiment d'avoir la feuille, la fleur, le fruit, plante, voilà, pour assurer une bonne détermination. D'accord. Tu vois, on a une autre. C'est quoi ça? Un résidat. Oh, donc là on pourrait dire qu'il manque la fleur, mais donc les fleurs c'est ça en fait. Ça c'est les fruits là. Ah, ouais, les fleurs sont déjà passées. Très bien. D'accord. Donc il n'y a plus qu'à aller sur le plateau de la Cra pour réaliser les prélèvements. Ok. La Cra, située à l'ouest de Dijon, est un des terrains de collecte favoris du botaniste. Une partie de ce plateau calcaire est la propriété du Grand Dijon, qu'il a acheté il y a quelques années pour garder une ceinture verte et éviter que la ville ne s'étale trop. On y trouve une agriculture périurbaine, essentiellement des céréales et de la vigne, ainsi que des bosquets et des prairies. Donc là, on va aller sur un carré que j'ai déjà observé l'année dernière. Un quadrat, c'est ça? Voilà, un quadrat pour pouvoir faire le suivi de la flore qui s'y développe. D'accord. Voilà. J'imagine qu'il y a beaucoup d'espèces dans ce milieu. Ouais, l'année dernière, j'ai pu observer à peu près 110 espèces. Ah ouais, quand même. Donc, en plusieurs fois, bien sûr, parce que tu as des flores qui sont printanières, estivales, etc. Donc là, on va faire un premier relevé. D'accord. Là, tu as un mélempire, il faut regarder. Je vais l'arracher et puis tu pourras le faire sécher après. D'accord. Hein. Il faut regarder le calice, s'il est poilu ou pas poilu. D'accord, alors le calice, c'est quoi? C'est l'ensemble des sépales, c'est la partie verte qui. Ah bah d'accord. Ah bah je le vois d'ici. Voilà. C'est poilu. Donc c'est poilu. C'est pubescent. Donc, voilà, donc tu vas pouvoir cocher sur le relevé Rhinanthus alectorolophus. D'accord. Ici en bleu. Une grosse fleur. Ouais. Donc c'est le bugle de Genève, Ajuga geneviensis, qui est poilu sur les 4 faces de sa tige. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Ok. Et alors ça, on va le ramener au jardin des sciences et on va l'intégrer du coup. Donc on va le faire sécher, on va monter une planche d'herbier qui va être incorporée à l'herbier qui traite du territoire du Grand Dijon afin de connaître la biodiversité qui s'y développe. Surtout qu'on voit que Dijon est à proximité. Ouais, on est juste à côté. Ouais. Ouais, donc ce plateau joue vraiment un rôle de réservoir de biodiversité. C'est pour ça qu'on replante des haies pour faire des corridors écologiques. D'accord, pour faire le bocage. Voilà. Ouais. D'accord, donc on va mettre tes échantillons sous presse pour assurer une bonne disposition et une conservation. Et
Et il faudra changer les papiers dès demain. D'accord. Bon. Séché. Les sécher, ouais. Le Jardin des Sciences a également pour mission de porter la bonne parole hors de ses murs. Régulièrement, des animateurs interviennent donc pour apporter informations, conseils et bons tuyaux. C'est ce que vient faire aujourd'hui Thierry Langlais dans le jardin partagé du Cèdre Bleu, dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche. Ici, chacun cultive son propre carré potager et participe à des plantations collectives. Le lieu est agréable, l'ambiance travailleuse et bon enfant. Mais la bonne volonté a parfois besoin d'un coup de pouce. En l'occurrence, les conseils de Thierry Langlais qui ainsi, mine de rien, donne un cours de diversité végétale. Les personnes sont vraiment très très solidaires les unes des autres. C'est qu'elles ont compris le message. Elles ont compris le message. C'est-à-dire, on ne va pas cultiver uniquement que de la menthe. On essaie justement de faire des bacs communautaires, ce qui va permettre justement au carré individuel que chacun a de pouvoir faire des cultures en alternance. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à une dame. Semer, repiquer de la salade, le cycle de vie d'une salade il est très très court. Donc ça va vous permettre ensuite, un mois après, de pouvoir attaquer sur du navet ou autre chose. Voilà. Alors tout ça, c'est des conseils qu'on donne quand on vient sur les lieux. Et là, toi, t'as mis quoi dans ton bac, Maria? Moi, j'ai des fèves, des oignons rouges, aubergines, courgettes, tomates, radis, céleri. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis des haricots verts que je viens de planter tout à l'heure. Ok. Vous avez découvert des légumes que vous ne connaissiez pas ou pas grâce au jardin? J'ai découvert l'année dernière les poivrons noirs. Je connais le rouge, le vert, le jaune, mais avoir des poivrons violets, noirs, violets, je ne les connaissais pas. C'est important qu'il y ait un contact avec la terre parce qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française et du coup l'accès et le lien qu'on crée avec les gens est beaucoup plus direct parce que du coup l'objectif de la personne c'est de faire planter par exemple sa tomate, sa carotte. Hop, ça nous donne l'occasion de créer un lien et ensuite de rebondir, pourquoi pas de l'orienter sur un cours de français dans le cadre de notre structure. Pour nous, voilà, c'est un outil pour travailler plein de choses à l'échelle du quartier. Retour au Jardin des Sciences. Une quarantaine de personnes y travaillent toute l'année. Parmi eux, les jardiniers, dont la mission est d'entretenir les espaces à vocation pédagogique et renouveler en permanence les bordures, en fonction des saisons, pour le plaisir des yeux des visiteurs. Parmi les parterres pédagogiques, il y a celui dédié aux plantes dites utiles, où sont cultivées plusieurs variétés d'une même espèce. Monsieur Ferrière, nous arrivons dans un nouvel espace. À quoi celui-ci est-il dédié? Celui-ci est consacré aux plantes cultivées. Nous, les humains, on a sélectionné des plantes venant de la nature pour former de nouvelles variétés, ce que les scientifiques appellent des cultivars. Et c'est la base de notre alimentation. Mais il y a eu des grandes disparitions d'espèces qui touchent à la fois le sauvage et le cultivé. Alors, prenons l'exemple des blés. Aujourd'hui, justement, les agriculteurs sèment à peu près, en France, simplement 4 variétés de blé, alors qu'il y en a des dizaines et des dizaines. On pourrait multiplier les exemples. En France, on sème à peu près 90% de nos maïs à partir d'une même variété génétique. C'est-à-dire qu'on a érodé ce que l'on appelle la biodiversité. Et donc, y a-t-il une variété spécifique à la Bourgogne qui est vraiment cultivée dans les plaines?
Alors, toutes ces variétés justement sont maintenant recultivées, mais tu as raison, en Bourgogne, on a sélectionné aussi des végétaux particuliers. Je pense par exemple à des cornichons, aux pruneaux aussi, il y a des variétés bourguignonnes de cornichons, le cornichon d'Apoigny par exemple, des pruneaux aussi, des asperges, l'asperge de Sassenay, qui viennent de notre région. La nature s'est appauvrie en ville, la baisse du nombre d'insectes le montre bien. Pour mieux connaître ces populations et leur évolution, le jardin possède une fabuleuse collection entomologique, une des plus belles de France, avec plus de 600 000 spécimens du monde entier. La grande majorité est locale bien sûr, et alimentée en permanence par Stéphane Puissant, le maître de ces lieux, et Monique, une bénévole passionnée. Hyménoptère, une abeille sauvage, une osmie, un bourdon, quelques diptères. C'était ramassé ce week-end, c'est ça? Ça. Tout ce qui est en noir, là, c'est ramassé ce week-end. D'accord. Bon, très bien. Mais au niveau de la biodiversité, là, on a pas mal de choses. Si vous pouviez aller au filet Fauchoir, regarder un petit peu ce qu'il y a en insectes à collecter, là, aujourd'hui, comme il fait beau, ça serait bien. Après, on pourra regarder, comparer ce qui sort en même temps dans différents endroits de la ville. Un des terrains de jeu de ces deux accros petites bêtes, c'est bien sûr le Jardin des Sciences. Mais de façon générale, c'est surtout le territoire du Grand Dijon et même au-delà qu'ils font leur chasse aux insectes, afin d'identifier les zones les plus riches et celles qui sont les plus fragiles. Stéphane, je crois que cette fois, je vous ai trouvé des petites bêtes pour vous. Ah voilà, voilà. C'est le groupe que j'aime bien. Oui, je crois. Ça va être des cicadelles. Il y a des chances. Oui, exact. Voilà. Voir, Bon, ben on va regarder ça. On va les sortir du tube. On va les mettre dans la petite coupelle. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a deux spécimens. Bon, il y en a un, on peut savoir ce que c'est tout de suite. Hein. Celui qui est rouge et noir. Oui, celui qui est rouge et noir, ça, c'est un cercope. C'est très courant dans la straterbacée. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est Haemotoloma dorsatum. On ira voir en collection. Mais oui, a priori, on l'a déjà. Par contre, l'autre, vous voyez là, l'autre, ici, là, ça le plus petit, ça c'est un Sixius. Voilà, vous voyez, c'est ceux qui ressemblent un petit peu à des... Oui, qui sont transparents, qui ressemblent un petit peu à des papillons. Donc il va falloir le mettre sous la loupe binoculaire parce qu'il y a plusieurs espèces. Et malheureusement, on est obligé de les disséquer pour savoir quelle espèce c'est précisément. On voit bien la capsule génitale qui renferme l'ensemble des pièces copulatrices qui sont caractéristiques de l'espèce à laquelle il appartient. Mon rôle, c'est de pouvoir identifier les espèces patrimoniales, la biodiversité, de pouvoir l'évaluer et ainsi d'identifier des réservoirs de faune, c'est-à-dire d'identifier des milieux qui méritent d'être protégés parce qu'ils abritent des espèces qui sont devenues rares ou alors parce que ces milieux servent de continuité écologique pour la reproduction d'espèces menacées et ces continuités écologiques sont importantes pour ces espèces parce qu'elles permettent d'entretenir un brassage génétique et donc une viabilité à long terme de l'espèce. Esthétique, pédagogique, le Jardin des Sciences de Dijon se veut aussi un modèle. Au détour de certaines allées, des espaces ont donc été aménagés pour favoriser la biodiversité et montrer ainsi aux visiteurs que parfois la nature se contente de peu. C'est rigolo, cette demi-maison à côté des cultures au jardin botanique, il y a aussi des habitats. C'est un hôtel à insectes, un hôtel 3 étoiles même. Alors pourquoi des insectes? Il faut savoir qu'en 20 ans, on a perdu à peu près 50% des papillons de nos prairies. Et c'est des insectes, justement, très importants, qui viennent pondre ici, justement, se reproduire donc ici, pour féconder nos légumes, nos fruits.
Et donc à côté, on se retrouve face à une prairie qui permet de servir de nourriture pour tous ces insectes. Exactement, des prairies fleuries ou des prairies écologiques. Et maintenant, à Dijon, on veut être une référence écologique, on veut se montrer justement excellent sur la nature, et ces prairies participent au fleurissement, d'une part, elles sont peu exigeantes justement en qualité du sol, et elles favorisent la diversité aussi sauvage, justement, notamment des insectes, mais des oiseaux, dans une ville. Nous rentrons dans la roseraie, consacrée à l'histoire de cette belle fleur. Dans l'Antiquité, déjà, il y avait des rosiers. Les villas romaines étaient ornées de rosiers. Puis, tout au cours de l'histoire, pour obtenir des parfums, justement des odeurs, des couleurs aussi, plus de fleurs, nous les humains, on les a sélectionnés. On a ramené des roses du Moyen-Orient, du Proche-Orient aussi, à une époque, fin du 19e, début du 20e, où la rose était à la mode. Et dans cette roseraie, y a-t-il une rose spécifique à la région dijonnaise? Eh bien, notamment celle-ci, qui a la prétention de s'appeler Gloire de Dijon. Mais tout ce massif est consacré à des rosiers, justement sélectionnés par des bourguignons, pour des couleurs, pour des formes de fleurs différentes. Mais Gloire de Dijon est une fleur, c'est le prix de la beauté, fragile. L'apprentissage de la nature passe aussi par l'échange, le travail en commun avec des publics de tout type. C'est dans ce sens que le Jardin des Sciences mène des actions à destination des enfants, pilotées notamment par Agnès Fougeron. L'une d'elles est une opération où des enfants, sur leur temps périscolaire, réalisent des projets scientifiques. Aujourd'hui, c'est jour de restitution. Les enfants viennent présenter leurs créations. Le thème cette année, comment améliorer l'accueil de la nature dans la ville. Alors, est-ce que vous avez réussi à recycler et purifier votre eau? Oui. Et comment vous avez fait? Au tout début, on avait pensé un tuyau. Oui. Donc, que l'eau passait dedans. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez mis au final pour que ça fonctionne? Des cailloux. On a mis un grillage, plus un mouchoir, du sable fin, mais vraiment très très fin. D'accord. Et des gros cailloux. D'accord. Le Jardin des Sciences a vraiment une mission d'éducation à l'environnement, au développement durable, à la nature en ville. Et par le biais de tous nos partenaires, on essaie justement comment impliquer vraiment de manière intense et profonde les enfants. Le but, c'est vraiment que les enfants se posent des questions, expérimentent. C'est finalement comment, en manipulant, eh bien, on peut construire des dispositifs justement qui vont favoriser les insectes, les coccinelles, les oiseaux, etc., etc. Donc c'est vraiment notre rôle justement de susciter l'envie d'agir, et ce dès le plus jeune âge. Musée vivant de la diversité végétale de notre planète, le Jardin des Sciences de Dijon est un lieu de détente privilégié pour nombre de Dijonnais. Il est aussi un acteur important du retour de la nature dans la Cité des Ducs. Grâce aux actions qu'il mène dans et hors de ses murs, il bénéficie depuis 2 ans du prestigieux label Éco-Jardin.